Bonjour à tous, avant de me laisser la parole, je tenais à vous présenter nos plus plates excuses. Parce que nous avons enregistré cet épisode dans les conditions du live, alors après il a été monté et franchement heureusement pour vous, puisque en fait Nico, alors déjà à la base il a une connexion de merde, mais alors là ça c'était le pompon. C'était festival, il n'y a rien qui fonctionnait comme il faut. On arrivait à entendre des bribes et à s'entendre et à se... C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez voir, il vous donne l'avis sur la série, il est obligé d'attendre mes réponses à l'écrit pour pouvoir lui parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, de notre côté, on recevait bien. Par contre, lui, il nous recevait pas du tout. Il a essayé de se barrer, de revenir. C'était festival, c'était n'importe quoi. Bref, donc voilà. Pourquoi de temps en temps vous allez peut-être ressentir quelques petites zones de flottement et que vous n'entendrez pas beaucoup Nico sur ce podcast parce que c'était décidément très compliqué. Je me relaisse donc la parole, je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour, bonsoir, suivant à l'heure où laquelle vous écoutez ou vous regardez ce podcast, et bienvenue dans Batman Rapport d'autopsie. Puisqu'ils ont fait le podcast, ils ont fait la série audio, nous en faisons le rapport. Ce soir, pour m'accompagner comme à l'accoutumée, monsieur tout seul, monsieur là, comment vas-tu? Ah bah ça va bien, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me brosser les dents avec une brosse à dents métallique tellement je vous entends comme des robots. Ça fait bizarre. Alors Oui, ça mais va avec la voix de Bruce de Batman. si t'as pas une connexion de merde, C'est c'est pas raccord. vraiment un podcast Jules et Nico, tu vois, à un moment Non, donné. non, c'est sûr. Ça bientôt, normalement, Et, j'ai la fibre. et je suis la dernière des merdouillettes et je m'en excuse et je fais des hola de pardon, excusez-moi, on est des merdes. Puisque je n'ai pas annoncé en premier lieu la demoiselle qui nous accompagne ce soir. C'est Madame pas Léna, grave, je bonsoir. vous pardonne. Bonsoir à tous les deux. Ravi d'être de nouveau là pour parler de ce super podcast. Carrément. Alors, on va pas se le cacher, c'était chaud patate. C'est-à-dire, au dernier moment, crac, tu as sauté Ouais. sur l'occasion et on a enregistré, ça s'est décidé au dernier moment. On a beaucoup de mal à se voir. Actuellement, les 2 derniers épisodes sont sortis et on enregistre seulement les 2 épisodes d'avant. Et en tout cas, on va faire ça dans la joie et l'allégresse, j'ai envie de te dire. Puisque c'était 2 bons épisodes, en tout cas moi j'ai apprécié, sans en dire trop, juste en 2 mots. On part sur encore autre chose, et moi c'est ça qui me plaît, c'est que vraiment à chaque salve d'épisode, c'est vraiment voilà, on me donne à bouffer quelque chose de nouveau, tout en étant référencé sur ce qui est déjà passé, et du coup c'était très très cool. Est-ce que Léna, tu peux nous faire le pitch? Eh bien, donc nous retrouvons à la fin justement à la suite de l'épisode 6 où nous nous étions arrêtés avec notre cher Batman qui débarque à Arkham pour régler ses comptes avec Strange et qui, en montant dans son bureau, le trouve mort, refroidi avec du sang partout. Et donc on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé, qui lui a fait ça, même si on a quelques petites suppositions qui viennent se confirmer assez rapidement parce que nous n'avons pas non plus en ce moment beaucoup de tueurs en série à Gotham. Il y a toujours quelques méchants, mais là, dans ce podcast, il est surtout question de notre ami le moissonneur. Et donc, Batman va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a poussé donc Stark à venir régler son compte à Strange. Est-ce qu'il y a une autre personne derrière tout ça qui tire les ficelles, oui ou non? Et donc, il va mener sa petite enquête à Arkham et découvrir de fil en aiguille plein de nouvelles informations. Et puis découvrir au fur et à mesure des cellules des méchants iconiques C'est ça. qu'on adore et qu'on kiffe. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 épisodes où pourtant il n'y a pas énormément d'action, mais c'était vraiment très très cool. Et moi, je les mets un peu dans le haut du panier des épisodes que j'ai écoutés depuis le début de ce podcast. Eh bien moi, pareil. Et toi, mon cher Nico, qu'as-tu pensé de ces 2 épisodes? Sans t'étaler, hein, bien entendu, mais voilà, un petit peu voilà, donne-nous un petit peu ton ressenti, puisqu'on vient d'écouter, comme d'habitude, on écoute juste avant d'enregistrer les 2 épisodes de la semaine. Tout à fait. J'étais pas trop emballé par ces 2 épisodes. Franchement, j'ai pas été emballé beaucoup. Il y a eu des hauts et des bas, contrairement aux épisodes précédents où il y avait
À part quelques exceptions près, que du bon, que du très bon. Là, non, dès le début, en plus, dès l'épisode 7, début de l'épisode 7, c'est tout pourri. Il y a des petites fulgurances, des choses intéressantes. On en parlera plus tard, mais non, je suis moins emballé que vous, en tout cas. Tu as tout à fait raison, puisqu'il y avait des hauts et il y aura des bas, et j'annonce tout de suite, nous ne serons pas d'accord. Début de l'épisode 7, la scène s'ouvre exactement où elle était arrêtée dans l'épisode précédent, puisqu'effectivement, comme tu le disais, Léna, on retrouve Batman qui vient de défoncer la porte du bureau de Strange à Arkham, disant de sa voix la plus rocailleuse, et on va voir que ça pose problème, Strange, c'est fini. Il fait son rapport à Barbara, il dit qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, parce que il y a un truc qui va pas. Il y a du sang partout, ça ne ressemble pas, voilà, c'est net hein, comme boulot, j'ai envie de dire. En tout cas, on a le Batou qui enquête et qui se met à la place de la victime, en l'occurrence Strange. On a donc une ouverture à la gorge, à la carotide, faite avec un scalpel en obsidienne. C'est censé rappeler des choses aux gens qui ont mené l'enquête depuis le début de ce podcast. Mais il y a un truc qui tourne par rond. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est qui tourne par rond ? Stark n'a pas pris d'organes, n'a pas prélevé comme à son habitude de souvenirs. Tout à fait. Pas d'analyse d'urine, pas de prélèvement de sel, rien. Il ne reste tous les organes, ils sont tous à leur place. Donc c'est pas normal. Il comprend pas que il n'est pas poursuivi sa tâche, quoi. Il en déduit très très vite qu'il y a un chef au-dessus de lui et que ce n'est pas le seul à être dans la partie, j'ai envie de dire. Il comprend très vite, qu'il y a une histoire de contrôle mental là-dessous, parce que il fallait bien contrôler Stark, on l'a bien contrôlé lui, donc forcément, il pense tout de suite à, je vous le donne en mille, Jarvis Tetch. Jarvis Tetch, le chapelier, qu'on va retrouver en cellule, hein, puisqu'il est également à Arkham. On retrouve Et on l'avait déjà entendu. Tout à fait. Qui délirait déjà à l'époque, parce que la cafetière sérieusement dérange les pépères quand même. Donc Batman arrive, il le malmène à l'oral, j'ai envie de dire, pour l'instant. Mais avant, et ça c'est une scène qui m'a fait beaucoup rire, quand il arrive, il y a un garde qui se met entre deux, et qui veut pas trop laisser passer Batman, et Batman lui précise qu'il a rien demandé, hein, c'est-à-dire que de toute façon il va passer. et tu sens qu'il a un peu les miquettes, le garde, que voilà, il essaie de faire son travail, mais il ose pas trop quand même la ramener parce qu'il a un peu peur de s'en prendre. C'est Batman, quoi. C'est Batman. En même temps, voilà, quand tu vois débouler une chauve-souris d'1m80, généralement tu fais moins le mariole. Il lui dit, Tetch, qu'il revient du pays des merveilles, ce qui, en plus, il se trahit, ce con, parce que du coup, ça veut dire qu'il comprend et qu'il sait tout ce qui s'est passé, et que effectivement, Batman, et donc Bruce Wayne, revient du pays des rêves par rapport à l'hallucination qu'il a eue. Et là, on a le Batou qui mène un interrogatoire un petit peu plus musclé. Donc, il ouvre la cage et il rentre avec lui pour lui mettre un coup de pression. Donc, effectivement, là, on est vraiment... violence, hein, quand même, torture, j'ai envie de dire, mais n'empêche qu'il arrive à ses fins, puisqu'il lui dit qu'il était ami avec Cornelius, et que, pour le Cornelius Stark, hein, bien sûr, et pour les séparer, Strange l'a mis à côté, donc a mis Cornelius Stark à côté du roi Tut, qui est un espèce, pour ceux qui le connaissent pas, parce que je sais pas si tu le connais, toi ? Moi, je connaissais pas avant le podcast, non. Alors, en fait, moi, je le connais surtout comment ça s'appelle, de la série des années 60 avec Adam West, où effectivement, on voit le roi Tut, qui est un espèce de pharaon avec tout l'attirail pharaonique, j'ai envie de dire, et qui se pense être la réincarnation du roi Tut. Donc, on se rend bien compte que le père Tut, il est quand même bien à la masse. Il lui explique qu'il a parlé à Stark des bienfaits d'Osiris, et qu'il pourrait réparer son corps mortel, ce qui a vivement intéressé Stark.
On a un Strange qui apparemment fait des expériences, notamment sur le roi Thoth, puisque on a des indications sur le fait qu'il ait eu une perfusion. Là, il y a un côté très intéressant à Batman, je sais pas ce que vous en pensez, quand il explique que il a manqué à son devoir finalement. Son boulot, c'est aussi de protéger les vilains, quoi. Son boulot, ça fait écho à ce qu'on voit dans les comics, quoi. Batman qui se refuse de tuer les méchants et que en ne les tuant pas, il les protège, comme il dit ici, mais il leur permet de potentiellement se réhabiliter, de se racheter. Et Arkham, à la base, sert à ça, en plus. C'est surtout que là, moi, la phrase vous méritez mieux, j'ai trouvé vous méritez mieux que moi qui manque à la règle, je trouve ça. Enfin, le mec, il est dur avec lui quand même. Todd lui parle d'une chambre secrète qui se trouve à côté de la chaufferie, à côté de l'ancien sanatorium, ou alors c'est l'ancien sanatorium, je sais pas trop. Ça m'a interpellé parce que normalement, Batman, il connaît par cœur Arkham. Il connaît tous les recoins d'Arkham. Il fait partie des descendants d'une des familles qui sont à l'origine de Gotham et donc d'Arkham. Et c'est étonnant, moi je trouvais ça étonnant, justement, qu'ils disent où ça, quoi, qu'est-ce que c'est, un nouveau machin. Et voilà, c'était petit truc où j'ai trouvé ça un peu. Arrivé à côté du sanatorium, il entend Almanac, qui lui aussi est pour le coup vraiment ravagé et qui est dans son coin et qui déblatère des choses, et notamment des dates, hein, on va pas se mentir. Alors là, pour le coup, Batman ne cherche pas, il fait sauter la porte d'accès, et encore une fois, se prend pour Hugo Strange. Et se prend pour Hugo Strange, c'est-à-dire qu'il enquête, et donc, encore une fois, il se met à la place de la victime qui n'est autre que Hugo Strange. Et là, on va arriver à moi un truc qui me dérange beaucoup, et dont on a un petit peu parlé en off. Mais donc toi déjà, Nico, tu disais que la voix, t'étais pas fan. Ah bah non, particulièrement sur cet épisode, j'ai trouvé que c'était vraiment surfait, quoi. C'était too much, quoi. J'ai dit en off un autre mot, un autre qualificatif. La voix de Batman, justement, rocailleuse, machin, quoi. Ouais, Animal bestial. Ouais. Autant dans les épisodes précédents, ça le faisait, je trouvais. Autant là, je sais pas pourquoi, mais on commence en plus avec sa voix, quoi, quasiment, où il parle avec Barbara dans cet épisode. Et non, j'ai pas, ça m'a, et bizarrement, ça m'a fait penser, enfin, ça m'a fait dire au tout début de l'épisode, ça m'a fait dire, c'est pas bon pour l'épisode, ça, le fait que dès le départ, il y a un truc comme ça qui est tellement flagrant, enfin, pour moi, hein, et ça a déterminé en fait après tout ce que j'ai pensé de l'épisode. Où je l'ai trouvé essoufflé, l'épisode, vraiment comme comme l'inspiration de la voix de Batman était tellement pas crédible, tout l'épisode a découlé de ça, et je suis perplexe quant à la véracité, à la crédibilité de la voix de Batman dans cet épisode-là. En tout cas, enfin, on l'entend juste à ce moment-là, parce qu'après, il redevient vite Bruce Wayne, en fait. Moi, c'est pas forcément ça qui m'a embêté. Et du coup, on en parlait aussi avec Léna, mais moi, la voix m'a pas embêté parce que justement, je m'y étais préparé, on en a discuté dans les autres numéros. Mais c'est surtout, ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'en fait, il n'y a aucune cohérence par rapport à la voix qu'il adopte, en fait. L'épisode commence, il est effectivement en train de mener son enquête, il a la grosse voix, on va l'appeler la grosse voix, il a la grosse voix de Batman. Bon, pourquoi pas, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. Et même si ça pose l'ambiance, voilà, il n'y a pas de souci. Il est au téléphone avec Barbara, elle connaît son identité. Donc bon, ok, alors admettons, on est encore sur un petit problème schizophrénique, j'ai envie de dire. Et du coup, non, mais ça peut être, tu sais, comme il se balade dans Arkham au tout début. Il Oui, dit au qu'il tout peut début, être oui. croisé ou être entendu, Bien sûr. même s'il est avec Barbara. Ouais, mais ça, c'est cohérent, je trouve, parce que quand ils parlent entre eux, en général, dans les comics, même quand ils sont que Batman et Robin, par exemple, ils s'appellent par leur alias. D'ailleurs, Batman le dit souvent, Robin, appelle-moi Batman. Parce qu'ils disent, peut-être potentiellement, des gens peuvent les entendre, des malotrus, des malappris, qui peuvent capter leur communication.
Ça, dans l'absolu, je suis bien d'accord. Sauf Tu que vois, c'est là, du pour ça coup, qu'il... il reprend son enquête où il commence par dire je suis Hugo Strange, machin bidule. Sauf qu'il a plus cette voix-là. C'est vrai. Et c'est là où je dis qu'il est où je dis que c'est incohérent. Soit tu adoptes le fait qu'il ait toujours cette voix-là quand il est en Batman, soit Tout à tu fait. pars du principe où quand il est pas, enfin, qu'il a une voix tout à fait standard. Et du coup, je comprends pas ce truc de dire à certains moments il l'a et à certains moments il l'a pas. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique dans le fait qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas. Il y a des fois il l'adopte, puis des fois il l'adopte pas. Et je trouve ça vraiment bête. Et là, en l'occurrence, donc, il est encore une fois en train de, donc il est dans l'ancien sanatorium, il est en train de se mettre à la place de Hugo Strange et il a sa voix standard de Bruce Wayne. Il se met donc à sa place, il fait des recherches, il se met à la place de Strange qui pratique des recherches, pardon, et qui utilise des drogues. Il se dit qu'il y a sûrement des enregistrements. Il interroge le Batordi pour lui demander les enregistrements, qui se connecte et qui lui passe direct sur son casque sans absolument aucun problème. Ouais, ça, j'ai pas trop capté. Genre, Il demande. il est dans la pièce là, et les enregistrements, ils sont où? Ah bah je sais pas, il demande au Batordi de les capter. Et ça, j'ai pas trop compris. Et il y a un autre truc qui se passe à un moment donné, on le verra, mais où il demande au Batordi de prendre la dernière séance, de faire un résumé et de l'envoyer à Barbara et à Alfred. Et je trouve ça assez exceptionnel. Le que le Batordi, c'est faire Batordi, tout ce que tu veux. puis tu me feras un café, un bout de cansus, tu vois, enfin j'en sais rien, mais c'est assez Trop fort, le mortel. Batordinateur. Non, bon, après c'est le Batordinateur. Non mais c'est vrai, c'est pas non plus n'importe lequel. En tout cas, on assiste à la première séance entre Sturk et Strange. Alors, quel bonheur, tout de même, Nico, tu seras d'accord avec moi, de réentendre André Dussolier alors qu'on pensait ne plus l'avoir. Faut dire ce qui est. Ben, moi, j'ai noté à un moment donné, l'accent est mis sur le Docteur Strange et j'ai mis 4+ à la suite parce que justement, j'ai trouvé que. Mais oui, parce que après Je le trouve particulièrement l'épisode. bon. Ah bah, pour moi, c'est quand il est là, c'est génial, quoi. C'est pour C'est ça marrant parce aussi qu'il est là que presque tout le temps. Et t'as pas Et aimé. en fait, dans l'épisode 8, il est moins présent que dans cet épisode-là, le 7. Et André Dussolier, moi, de toute façon, c'est cette voix, quoi. Puis même, moi, je le vois, quoi. Et je trouve qu'il incarne tellement Hugo Strange. Je sais pas pourquoi. Alors que Hugo Strange, on a l'habitude de le voir avec ses petites lunettes, là, sa petite barbichette, là, la Robert Hue. Et là, non, je le vois très bien incarner Hugo Strange tel qu'il est, André Dussolier, quoi. Et c'est mortel, ouais, tellement. Mais en tout cas, effectivement, l'épisode 8 va laisser la place à un autre personnage. Du coup, il faut forcément. En tout cas, on assiste à la première séance de Sturk où il parle de politesse et où il lui dit qu'il n'a pas toujours été poli, qu'on va laisser tomber les messieurs, les madames, mais on sent qu'il y a quelqu'un de très presque. Alors, c'est très bizarre de dire ça du moissonneur avec ce qu'on sait de lui maintenant. Mais quelque part de très propre sur lui, de très voilà, de très poli, de très gentil, de très, enfin voilà. On passe à une autre séance où on apprend qu'il a une position opposée des organes. Alors je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. J'ai noté situs inversus. Ça ? C'est fort probable. Voilà. En tout cas, c'est un versus à mort, à mon avis. Voilà, c'est un versus de fou. C'est ça. Et il dit qu'il est né de l'autre côté du miroir. Et du coup, il y a encore vraiment cette idée où il n'est pas dans notre réalité, quoi. Il se pense vraiment dans un autre... pas dans le bon corps, pas dans la bonne réalité, quoi. Il explique, bon, encore une fois, là, tu sens qu'il a un très gros souci, hein, quand même, de base, que son cœur s'arrête, qu'il y a un gros problème. Il fait le parallèle aussi avec le fait que, quand il allait à l'église, on lui donnait le corps du Christ par l'hostie. Et que du coup, il mangeait finalement quelque part déjà de l'humain, en tout cas à l'époque, quoi. Et je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. Strange fait une réflexion justement là-dessus en disant que sauf que bon, ces derniers repas c'était pas des hosties qui bouffaient. Ouais, c'était pas... c'est ça. On arrive sur une autre séance où il explique donc voilà, il y a 4 ou 5 séances comme ça qui nous sont relatées
on voit qu'il considérait Tut comme un vrai ami et quelqu'un qui lui a ouvert l'esprit sur d'autres choses qu'il ne connaissait pas, quoi. Tut lui a expliqué que Isis recrée son corps par rapport au corps d'Osiris et de ses propres organes, et il comprend que c'est délibéré de la part de Strange de l'avoir mis à côté de Tut, en fait. Et du coup, nous, on comprend aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à comprendre que Sturk, finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui met le pied à l'étrier, il devient pas aussi machiavélique, aussi meurtrier que ce qu'il est, quoi. En tout cas, oui, voilà, il comprend que il y a quelqu'un qui est en train de le manipuler, et il s'y refuse pas forcément, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, il le sait, il en est conscient, quoi. Non, mais il est souvent poussé, enfin, tu vas le dire sûrement dans la suite, mais petit à petit, à faire plein de choses, finalement, qu'il complètement. n'aurait peut-être pas fait de lui-même, quoi. Mais c'est exactement ça, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement ce côté clairement animal lecteur depuis le début, où tu sens que c'est un meurtrier sanguinaire qui peut partir en cacahuète, puis enfin, les premiers audios qu'on entend, enfin, c'est terrible, quoi. Et au final, t'as vraiment plus l'impression, et on va le voir effectivement après, que c'est plutôt quelqu'un, alors de lambda, mais qui est bouffé de la chair humaine, hein, mais qui, dans l'absolu, au départ, n'a pas fait de mal à qui que ce soit, en fait. C'est ça. Il le dit à un moment donné, enfin, il dit qu'il voulait pas faire de mal, quoi. C'est ça. Il met en corrélation des dates d'examen de Sturk avec d'entretien avec Sturk avec des dates qu'a dit Almanac. Batman se rend compte de ça et il décide de rejoindre Barbara aux entreprises Wayne. Sur le chemin, parce que il est un peu comme tout le monde, Batman, il aime bien écouter des podcasts. Ouais, c'est ça. Donc il écoute une énième séance de Sturk avec Strange, où il apprend que Sturk a travaillé à la morgue en tant qu'aide à l'autopsie, ce qui du coup... Préposé, ouais, à l'autopsie, ce qui du coup donne beaucoup de sens au rêve que faisait, enfin en tout cas à la réalité que s'était inventé Bruce Wayne, en fait. Il explique effectivement, comme tu le disais, qu'il a jamais voulu faire de mal à personne, et que par contre, voilà, il y a une fois, il y a un corps qui traîne, il est tout seul à la morgue, il mange un bout de cœur. Je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, et puis le mec est mort, donc... le mec est mort. Il en aura plus besoin, techniquement. Alors, le mec est mort, mais factuellement, il découpe un mec pour le bouffer quand même. Oui, donc, oui. Tout ne va pas impeccablement bien. Je ne dis pas, allez le faire. Je dis juste, voilà. Mais quitte à le faire... Vaut mieux prendre un mort. Voilà. Et c'est en tout cas ce qu'il faisait plusieurs fois. Et là, ça a été vraiment une révélation. Il a senti son cœur rebattre. Il lui dit que c'était le jour de la Saint-Valentin. Et il percute que c'est le jour de la Saint-Valentin actuellement. Et encore une fois, il se rend compte que c'est pas du tout une coïncidence. Et Strange l'avoue, le concède volontiers, c'est pas une coïncidence, effectivement. Strange voulait juste qu'il se souvienne du goût que ça avait. Mais vraiment pour lui donner... goût au sang, quoi. Enfin, et il y a vraiment cette sensation-là. Il explique aussi un autre truc qui est très cool. Oui, j'allais dire. Faut comprendre dans le sens où je le dis, mais en tout cas qui est très ingénieux, intéressant par rapport à l'histoire. Il dit que ce qu'il préférait, c'était les accidentés de la route parce qu'il y avait une adrénaline qui donnait un goût à la viande, en fait. Et du coup, Strange rebondit sur le fait que les derniers qu'il a mangés, c'était pas ça, quoi. Et il lui dit que c'était des victimes de Jonathan Crane, l'épouvantail. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, cool, encore une fois. Hein. Bizarre, dégueulasse, mais intéressant. Puisqu'effectivement, le fait qu'ils aient peur donnait encore une fois un goût incomparable à la viande. Et c'est ce jour-là donc qu'il s'est fait surprendre et c'est ce pourquoi il est interné à Arkham. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les faits, on a affaire à un mec là qui n'a tué personne, quoi. Donc il est juste pas très bien psychologiquement parce que c'est vrai que bon, après qui on est pour dire, mais à un moment donné, on est pour juger. Si ça se trouve, écoute, c'est très très bon. C'est avec un bon verre de Chianti. Et puis, on n'a pas de situs inversus, nous. Donc, donc on ne peut pas savoir. Alors, on précise quand même, pour ceux qui pourraient nous écouter, tous les situs inversus ne mangent pas de chair humaine. Hein.
Calmons-nous. pense pas, on n'a pas fait d'études dessus. C'est vrai, on n'a pas fait d'études non plus. Et il lui demande s'il a déjà eu des pulsions meurtrières. Et il a pas l'air d'acquiescer, mais en tout cas, il n'est pas contre l'idée. Il le met sous hypnose, comme il a fait pour... Il lui dit juste un truc qui je trouve Bruce, qui est assez intéressant, juste quand il lui demande s'il a des pulsions meurtrières, il dit on dirait que vous auriez envie, que j'en j'ai ai. envie, que j'en ai Ouais. envie quoi, d'avoir des pulsions. Ouais. Mais et Donc, il est pas con, hein, il comprend Ah non, bien non, que Strange je le pousse. Et je trouve ça hyper intéressant que ce soit pas... C'est pas du tout quelqu'un qui subit les choses. Il Non, comprend non. ce qui lui arrive et il les accepte. Donc ça en fait quelqu'un de pas bien, on est d'accord. Mais je trouve ça très intéressant qu'il soit intelligent en fait. Donc Sturk est mis sous hypnose comme Batman après lui, puisque ça viendra après. Il fait un espèce de voyage. Comment... Il en a pris de la bonne quoi. Il en a pris de la bonne carrément. Et il rêve qu'il se nourrissait, que son cœur s'est remis à battre, qu'il s'est pendu qu'il était pendu à un arbre de martyr. Et il pose une question avec force. Qui est la femme qui me murmurait des choses? Et donc là, on apprend qu'effectivement, et on se doute que le personnage qui y a au-dessus et qui chapeaute un peu tout le bazar, c'est une femme qui vient murmurer à son oreille pendant ses rêves, hallucinations. Mais quelle est-elle, cette femme? Bon, là, vous l'aviez vu venir, là? Là, vous saviez? Ouais. Bah, moi, j'étais pas sûr, mais des femmes dans l'univers de Batman qui ont ce type de profil, entre guillemets, il y en a pas non plus 36. Il n'y en a pas non plus 36. Alors, d'ailleurs, j'étais étonné parce qu'on va apprendre dans pas longtemps que c'est la première fois qu'il rencontre Poison Ivy. Et ça, par contre, moi, je l'avais pas vu venir. Parce qu'en plus, il dit cette voix me dit quelque chose, machin. Donc, moi, je pensais que du coup, il allait la reconnaître. Non, donc, en mais fait, c'est expliqué plus tard. Pourquoi il la reconnaît? Pourquoi? Non, mais pas dans cet épisode. C'est pas expliqué dans cet épisode. Mais Ah, d'accord. Alors, du coup, moi, je me suis demandé si c'est pas parce qu'il y a un moment donné aussi, elle le dit, que que les recherches ont été financées par Wayne. Du coup, je me demande s'il l'a pas entendu à cette occasion-là, en fait. D'accord. Ne dis rien. En tout cas, Batman arrive sur un toit, parce que apparemment ça va plus vite en toit, mais je trouve que ça va pas assez vite. Il a le temps d'en écouter un paquet quand même. Ouais, c'est clair. Donc il est sur un toit, il croise les données de je sais pas quoi avec je sais pas qui. En tout cas, Bat-Tordy fait encore des miracles. Et ouais, il met en croisement des dates avec ce qui a pu se passer dans Gotham et en particulier à Arkham. On entend un espèce d'interrogatoire, un entretien donc avec la personne qui est au 16A, à la cellule 16A. Et donc un entretien avec Strange, on entend une mouche voler. Au début, on comprend pas trop pourquoi il y a une mouche qui vole. Donc on entend une voix féminine qui discute avec Strange, une voix, je trouve en tout cas, hyper bien castée parce que qui correspond tout à fait au personnage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Nico. Je trouve que je la confonds avec la voix d'un autre personnage dans le podcast, dans les épisodes. Je crois que c'est avec la voix de Barbara ou d'une autre, mais j'ai du mal à distinguer en fait. Et je trouve que ça lui colle pas vraiment à Poison Ivy. Ah putain, moi je trouve que carrément dans les souvenirs qu'on a en fait quand elle relate ses souvenirs. Et je trouve qu'elle est pas très quand elle parle avec le Docteur Strange, je la trouve pas très convaincante la voix. C'est vraiment j'ai eu un souci aussi avec ça, avec sa voix. Ouais, non, je suis pas. Ouais, vous savez, je suis complètement à l'opposé de vous là-dessus, pour le coup. Alors pour le coup, moi je trouve que beauté, quoi. Je trouve que ça correspond tout à fait à l'idée que je me fais de Poison Ivy. Je sais pas si tu seras d'accord, Léna, mais elle a vraiment un côté sensuel et dans la séduction, mais de fou. Et je n'ai pas été voir qui a interprété Poison Ivy, mais je trouve que ça correspond tout à fait, en tout cas, à l'idée que je me fais, en tout cas, de Poison Ivy.
Je sais pas si toi c'est pareil. Nicole. Après, sur le deuxième épisode, quand elle relate, peut-être on perd un petit peu ce côté un peu jeu, un peu un côté séducteur. Mais en tout cas, moi, sur juste cette fin d'épisode là, dès le moment où je l'ai entendu, je me suis dit, bah, c'est elle. Ouais, c'est Poison Ivy, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et juste à la voix, tu vois, c'est comme si ça venait confirmer entre guillemets sa voix un peu sensuelle, un peu charmeuse, que c'était elle, quoi. Mais ouais, puis elle est complètement dans la séduction et tu sens qu'elle essaie de. Enfin, moi, on est sur le Batman, le podcast animé, c'est carrément ça, quoi. En tout cas, voilà, tu sens qu'ils vont arriver à un accord, qu'ils vont essayer de faire un monde simulé pour le patient en se servant des psychotropes et des hallucinogènes, oui, si, je l'ai bien dit, qu'a en elle, puisqu'on va comprendre après qu'elle a à sa disposition des drogues, Pamela, Poison Ivy. Strange lui dit qu'elle aime exercer une emprise sur les hommes, et elle lui répond pas que sur les hommes, aussi sur les femmes. Et effectivement, il lui dit, mais ça on l'avait déjà entendu, qu'elle est séduisante, qu'elle est sensuelle. Il lui demande, voilà, à l'époque vous aviez blessé un enfant, et comment il vous appelait dans la cour d'école, machin. Et elle révèle qu'on l'appelait Poison Ivy. Donc c'est la grosse révélation, en tout cas c'est censé être la grosse révélation. Pour les connaisseurs, on l'avait compris, et enfin pour les connaisseurs, ça fait vraiment élite, alors que pas du tout. Hein. C'est-à-dire que pour les simples aficionados de Batman, voilà, on avait tout de suite compris que c'était elle. On enchaîne avec l'épisode 8 qui reprend exactement au même niveau. Ça m'a bien fait rire parce que à ce moment-là, pour moi, il sait qui c'est. Je veux dire, pour moi, il a déjà vécu des choses avec, puisque, comme on le disait, il reconnaît sa voix. Et il fait retour rapide 3 fois. Je me suis dit, mais attends, parce que tu n'avais pas compris la première fois. T'es pas un détective, en fait. T'es juste un imposteur. Et donc, effectivement, on apprend qu'il ne connaît pas ce nom. Et qu'il ne connaît pas Poison Ivy en tant que tel. On repart sur des séances, on comprend qu'elle a tué 2 hommes. On ne sait pas qui sont ces hommes, on va l'apprendre au cours de son alors, interrogatoire, je ne sais pas, mais en tout cas de ses confessions, puisqu'elle va tout déballer, tout expliquer, et du coup, par la même occasion, expliquer à celui qui l'écoute, c'est-à-dire nous, son origin story. Et qu'avez-vous pensé de son origin story ? Moi, j'ai vraiment aimé, et si tu veux, ce que j'ai aimé, au-delà de l'origin story en elle-même, que je trouve particulièrement intéressante et qui colle au personnage, j'ai trouvé que la manière dont c'était raconté, moi, j'ai vraiment aimé le fait d'avoir des flashbacks, entre guillemets, avec justement des acteurs, des actrices qui jouent, elles, petites et tout. J'ai trouvé que c'était hyper immersif avec les bruits et tout. Et moi, ça m'a vraiment... Je suis vraiment rentré dedans, quoi. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Alors, moi, pour le coup, j'ai trouvé ça... Comment expliquer ? Donc après, on va entrer dans le vif du sujet, puis on va, nous aussi, relater l'origin story de Poison Ivy. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien de lui faire dire à elle, parce que déjà que son histoire, on va pas se le cacher, est glauquissime à souhait, si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait raconté, je trouve que notre imaginaire aurait été encore plus loin dans la glauquerie, et ça aurait été insoutenable, quoi. Et là, le fait qu'elle témoigne, qu'elle en parle, ça, alors sans minimiser, ça allège le côté glauque du machin. Puisqu'effectivement, elle fait le parallèle avec une histoire de roi indien qui avait des femmes qu'on appelait les femmes empoisonnées, qu'on habituait au poison pour qu'elles deviennent des armes. Et qu'elles deviennent des armes biologiques quelque part. Elle explique que son père aimait beaucoup cette histoire et que son père était aussi appelé l'empoisonneur. Elle part dans un souvenir et là on sent qu'elle va effectivement nous raconter son origin story. En tout cas, elle repart à l'époque où elle avait 5 ans. Elle était dans un endroit, dans une maison avec son père et sa mère, vivant dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, avec un père qui travaille de chez lui et qui a une partie du jardin où il ne faut absolument pas qu'elle aille.
Forcément, comme tout gamin de 5 ans, quand tu lui interdis quelque chose, bah, forcément, il va vouloir y aller, hein, c'est obligatoire. Mais tu sens que c'est quand même dangereux parce que la fois où elle y va, elle se fait réprimander par sa mère et tu sens que sa mère est inquiète du fait qu'elle aille dans cette partie-là du jardin. Donc tu sens que c'est pas juste des roses ou des pissenlits. Tu sens qu'il faut vraiment pas aller dans ce coin-là du jardin. Il y a une discussion très intéressante autour des mauvaises herbes. Puisqu'effectivement, elle explique qu'elle retire les mauvaises herbes et elle a la réflexion, aussi petite soit-elle, elle lui dit donc tu les tues parce qu'elles sont pas jolies. J'avais trouvé ça très intéressant de faire le parallèle avec ça. Elle poursuit une abeille, elle arrive dans le jardin du père, elle se fait piquer par l'Héracléum, que je ne connais pas, mais qui a apparemment l'air très dangereux. Quelles en sont les conséquences, ma chère Léna? Et bien, donc, on entend le père qui arrive très inquiet. Et il dit que normalement, elle aurait dû être brûlée à je ne sais pas combien de degrés, ou même. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit elle n'a qu'une simple rougeur, alors que ça devrait être beaucoup plus grave. Hein. Et donc, tandis que la mère s'inquiète, lui, il voit quelque chose de prometteur, entre guillemets, dans cette découverte. Bah, il lui dit que c'est une petite fille tout à fait spéciale et que il va lui faire des tests à l'abri des regards indiscrets, notamment de celui de sa mère, pour faire des tests dans son labo qu'il a dans la maison. Ivy explique à Strange en parallèle que soit sa mère ne savait pas, soit elle voulait pas savoir de toute façon, mais qu'en tout cas elle cherchait pas plus loin. Et puis son père était assez manipulateur pour noyer un peu le poisson et que ça passe, quoi. Et d'ailleurs, on va voir ensuite qu'il va dire à la mère que suite à cette attaque d'Héracléum, lui dit qu'en fait il soigne ça. Et du coup, bah, sa mère forcément y croit. Son père veut clairement faire d'elle une arme biologique. Il fait des expériences sur sa fille. Elle explique que de plus en plus, il expérimentait des choses sur elle. Des fois, c'était à manger. Des fois, c'était des végétaux qu'on frottait sur elle. Bref, en tout cas, il la rend par toutes ces expériences intouchables. Et elle explique qu'il y a la douleur se mêle à la fierté. Le fait d'être fier de ne pas ressentir la douleur ou en tout cas de la supporter. Et le fait que la douleur fasse partie d'elle-même. D'ailleurs, elle s'arrête plus, la douleur. Et je trouvais que ça, c'était hyper intéressant sur son personnage, parce que du coup, ça disait beaucoup de sa résistance et donc de sa détermination, je trouve. Elle repart sur l'altercation à l'école. L'altercation où elle s'est fait chahuter par justement le gamin, et pourquoi on l'appelait Poison Ivy à l'époque, puisque elle finit par toucher ce gamin-là qui, à son contact, est complètement brûlé, et donc elle est je sais pas si elle est éjectée de l'école, mais en tout cas les parents Les parents l'ont retirée de l'école, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, ouais, c'est ça. Elle a peut-être été virée, mais en tout cas, elle dit qu'elle a été retirée de l'école. Strange met en avant et essaie d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, en tout cas la potentielle disparition de sa mère. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Donc sa mère, petit à petit, sentait que quelque chose clochait parce qu'elle a remarqué des piqûres, des griffures sur le corps de sa fille. Et le plus flagrant, Pamela raconte que c'était qu'elle ne pouvait plus toucher sa fille. Et donc que le père avait trouvé un stratagème de dire qu'il était en train de la soigner justement et qu'on ne pouvait pas la toucher en attendant. Voilà. Et elle commet, entre grosses guillemets, l'irréparable un soir, puisque elle fait ce qui est formellement interdit, c'est-à-dire qu'elle ne résiste pas à la douleur et elle crie. Ce qui du coup alerte sa mère descend dans le labo. Elle se demande bien entendu ce que je crois qu'elle dit je peux savoir ce qui se passe et pourquoi je suis réveillée en pleine nuit par les cris de ma fille, machin. C'est ça. Lui explique brièvement que ça fait des années qu'il mène des expériences sur elle, que il arrive à ses fins, qu'elle est intouchable, que c'est une arme, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Alors d'ailleurs on l'a pas dit, mais le père apparemment
construisait, fabriquait, inventait des armes biologiques qu'il vendait aux plus offrants. Ça. Donc, je veux dire, il s'est pas réveillé un matin en disant tiens, je vais faire une arme biologique. Je veux dire, C'est ça. il pratiquait. C'est son métier de base, entre guillemets. C'est son métier de base. Sa mère prend, j'ai envie de dire, la décision qui s'impose et qui aurait dû être prise depuis belle lurette. Elle veut l'emmener, elle veut tout arrêter et l'emmener. Le père refuse ça et veut à tout prix l'empêcher de partir et il la tue sous les yeux de Pamela, donc de Poison Ivy, d'un coup de feu, hein, d'un revolver. Alors, du coup, là, on n'était pas vraiment sûr du truc. Moi, je suis pas sûr à 100%, mais on s'était accordé sur le fait que sa mère se fait tuer devant les yeux de sa fille. Lui, après, essaie de noyer le poinçon en disant qu'elle s'est barrée en voyage, la mère. Elle dit, bah, arrête un peu tes conneries. Déjà, j'étais là. Mais surtout, les fleurs me parlent. C'est-à-dire, là où tu l'as enterré, les fleurs me disent, en fait, qu'il y a ma maman en dessous. Donc, forcément, on apprend du coup, par la même occasion, qu'elle parle aux fleurs, et qu'elle les comprend, et qu'elle peut, voilà, communiquer avec elles. Et que son père n'a pas fini de perfectionner son œuvre, puisqu'il décide de rendre sa peau toxique et sa salive mortelle. Pour ça, il lui met une muselière. C'est pareil, ça, j'ai trouvé... Tout à fait normal. Ouais. Mais en tout cas, lui, ça a pas l'air de le choquer. Hein. Le côté, oui, mais t'inquiète pas, tu vas t'y habituer. C'est bon. En tout cas, j'aime bien aussi l'idée que son arme se retourne contre lui. Vraiment. C'est-à-dire que il lui donne donc la capacité d'avoir une salive qui est acide et qui est mortelle. Et cette salive, elle va s'en servir pour ronger le masque, ronger la muselière qu'il vient de lui mettre pendant des semaines. Et un matin, alors qu'il arrive pour, encore une fois, la solliciter et pour expérimenter encore des choses, elle lui crache ce qui nous semble être au visage, puisque ça le ronge, ça le brûle. On apprendra après qu'il est mort de cette altercation. Et Batman, c'est à ce moment-là qu'il demande à l'ordi de faire un résumé et de transmettre à Barbara et Alfred. Alors je sais pas, est-ce que le Bat-ordi prend une plume, une feuille, et voilà, il fait son petit résumé, son petit rapport, je ne sais pas. Mais c'est assez spécial. En même temps, je sais pas combien elle l'a payé, mais quitte à ce que ça coûte une blinde, autant que ça serve. Elle a vidé ses comptes, elle part, et elle se fait passer pour l'orpheline éplorée, puisque quand on lui apprend que son père est mort, elle fait « Comment? Mais que je ne savais pas !» et elle se réfugie dans les études. Bah, il découvre que le père est mort, la petite, elle a plus de père, mais il cherche pas plus loin de savoir qu'est-ce qui a pu arriver à la mère. Non, elle a juste disparu. Tout le monde s'en fout. Non, ça a l'air de passer d'ailleurs jusqu'à la fin. La mère, ça passera. Hein, personne n'est au courant de rien. C'est ça. Ils vont faire des relations entre deux morts. Par contre, celle-là, non, ils font pas du tout de relations. Donc, poursuit ses études. Oui, voilà. Elle poursuit ses études, elle fait des recherches sur l'olivier en Cisjordanie, un olivier qui a apparemment des vertus qu'on va comprendre par la suite. Elle rencontre une amie, Alex, qui d'ailleurs est beaucoup plus qu'une amie, on comprend que c'est son amoureuse, en fait. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne se laisse pas faire, Pamela, je cherchais son prénom, et qui est assez agressive, et surtout avec les hommes, en l'occurrence, forcément, de par ce qu'on lui a fait subir, hein, j'imagine. Elle regrette forcément de ne pas pouvoir avoir de contact avec Alex, avec qui, forcément, ça reste une relation amoureuse mais platonique. Elle veut pas la buter, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi du fait que Alex lui dit que l'homme et la nature sont incompatibles, et elle lui dit que non. Pour elle, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'homme et la nature, et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que notamment dans la série animée, il y a ce côté écologiste convaincu et du fait que la nature est supérieure à l'homme, quoi. Et chose qui n'est pas apparemment présente là-dedans. Elle se renseigne sur l'arbre, donc l'olivier qui a 7000 ans, et qui apparemment, en le touchant, elle comprend que l'arbre peut l'aider à contrôler, mais aussi amplifier ses pouvoirs.
On a un côté féministe qu'on met en avant aussi sur Pamela, puisque elle dit cette phrase qui est tout à fait intéressante: à cause des hommes qui veulent toujours ce qui ne leur appartient pas. Et il y a ce côté-là de tout à fait, enfin comment dire, avoir une animosité contre les hommes et leur reprocher quelque chose. Et d'ailleurs, on va tout de suite comprendre qu'elle n'avait pas du tout tort de penser ça, en tout cas de celui-là. Et d'ailleurs, t'as noté son nom, toi? C'est Docteur Boudru? Moi, j'ai Woodru, je pensais que c'était. Moudru. Bon, je ne sais pas. Boudru, Moudru, vous choisirez. Woodru. Elle se retrouve le soir près de l'arbre à s'acoquiner, j'ai envie de dire, s'enticher d'Alex, encore une fois sans se toucher. Ça doit être quelque chose de très compliqué quand même. Donc elle explique que c'est un arbre de vie sacré qui peut appeler les gens. Elle précise aussi, très important, que c'est pas une religion, mais une science. C'est de la science. Et par contre, elle explique aussi, et ça aussi ça m'a fait rire, que par contre, les religieux pourraient complètement s'accaparer le truc, quoi. Donc pour le coup, c'était plutôt cool. Elle seule peut le réveiller et enfin, ils pourront se toucher. Tu nous entends, Nico? Comme toujours, j'essaie de résister. Je cherche sur mon ordi ce qui pourrait être. Oui. On va te faire des pancartes avec les questions, comme ça tu pourras répondre, parce que nous on t'entend très bien, donc. Bah ouais, c'est ça ce qui est fou. Le docteur Boudru ou Moudru ou Doudru ou Doodle, on sait plus. En tout cas, propose à Pam un nouveau départ. Il lui fait clairement des avances. Il est très entreprenant. Trop entreprenant. Il mériterait une bonne claque dans la gueule. Il va recevoir beaucoup plus qu'une claque dans la gueule. Il lui dit, ce qui est immonde en soi, qu'il peut rendre les choses beaucoup plus faciles pour elle, si elle se laisse faire. Elle lui fait clairement, comme on disait, un baiser de la morte, puisqu'elle l'embrasse, et il décède instantanément. C'est vraiment le baiser de la mort. Elle explique que du coup, les policiers ont fait le lien, décidément très intelligent ces policiers, entre les toxines du baiser et les toxines qu'ils ont retrouvées sur le cadavre du père. Donc ils ont retrouvé le cadavre du père, mais pas du tout de la mère, donc. Elle explique aussi qu'elle a été du coup séparée d'Alex, qu'ils ne se sont pas revus jusqu'ici et qu'elle a clairement fait son deuil et qu'elle comprend tout à fait qu'il n'y a pas de problème. Elle entre dans un jeu avec Strange à ce moment-là, en lui disant qu'elle a tout compris. Et là, on comprend par contre qu'elle est beaucoup plus intelligente que Strange, que Sturk, que tout le monde, et que c'est pas du tout un hasard qu'elle soit au-dessus. Et elle lui propose un deal. Quel est-il ce deal, ma chère Lena? Et bien que elle l'aide Strange donc en lui fournissant un petit peu toutes ces toxines, tout ce qu'elle peut synthétiser pour qu'il puisse asseoir son contrôle mental, et qu'en échange elle explique qu'elle voudrait récupérer ce fameux arbre qui a été récupéré et déraciné par l'entreprise Wayne. Donc on fait un lien avec cette histoire de cambriolage, et donc elle explique qu'elle veut récupérer l'arbre qui est détenu dans le coffre de Bruce Wayne, et que Strange pourra également récupérer tout le reste, tout ce qui l'intéresse. Elle ne veut que l'arbre. Tout à fait. Et du coup, ils mettent en place un plan machiavélique pour occuper Batman, et donc le placer comme ça dans un contrôle mental, dans une réalité alternative, pendant laquelle eux, ils pourront résoudre, j'ai envie de dire, leurs méfaits. Et c'est là qu'on comprend du coup que c'est qu'ils ont créé, entre guillemets, le moissonneur, quoi, qu'ils ont poussé Sturk à devenir un tueur en série pour occuper Batman. Ils ont complètement créé le moissonneur de toutes pièces, c'est-à-dire qu'ils ont pris quelqu'un de fragile alors avec des problèmes à la base, on est d'accord, mais encore une fois, qui n'avait pas tué jusqu'ici, pour en faire un tueur, un tueur en tout cas redoutablement efficace et complètement barré. Strange finit par clamer haut et fort: allons cambrioler Bruce Wayne, et on retrouve Batman qui arrive au pied des entreprises Wayne, et on a Barbara qui l'appelle et qui lui dit que Sturk et Ivy viennent d'entrer dans le bâtiment et qu'ils ont avec eux Vicky Vale. Fin de l'épisode. Mon ami Nico, est-ce que tu m'entends? Oui, Nico, c'est moi.
est-ce qu'au regard, je me démerderai au montage, mais est-ce qu'au regard de tout ce qui s'est dit ce soir, est-ce que tu peux du coup nous dire vraiment là ce que tu as pensé de ces épisodes, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit au niveau de ce que tu n'as pas aimé? Oui, alors oui. Alors, moi, il y a plusieurs choses que je voulais dire. C'est que ça s'arrête au 10e épisode, hein, le podcast. Oui. Ouais. Ouais. Parce que j'aurais eu très peur, sinon, que on ait une accumulation des super vilains de l'univers de Batman si on avait continué au-delà de l'épisode 10. Parce que là, on a Doctor Strange, l'épouvantail, Enigma, Poison Ivy, qui débaroule. Moi, quand Poison Ivy est apparu là, dans ces 2 épisodes, bon, j'ai kiffé parce que j'adore ce personnage. Déjà, je trouve que c'est un personnage qui est hyper riche, hyper puissant, hyper profond. Et malheureusement, la plupart des scénaristes ont du mal à exploiter le plein potentiel de ce personnage. Et je crois que c'est... Alors, je vais me contredire, mais je crois que c'est l'origin story de Poison Ivy. Ça m'a vraiment fait kiffer. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai vraiment adoré parce que ça... Je sais pas si cette origin story, elle existe dans les comics. En tout cas, elle est hyper cohérente avec ce qu'on connaît du personnage. Et puis, comme toute origin story, je vais jeter un pavé dans la mare, mais ça explique énormément de choses de ce qu'on connaît du personnage dans la continuité dans les comics. Mais au-delà de ça, moi, les épisodes, comme je disais tout à l'heure en début de podcast, en début d'enregistrement, pardon, j'ai pas été emballé plus que ça, quoi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient surfaites, beaucoup de passages qui étaient faits à la va-vite. Par exemple, le moment où Poison Ivy ou Pamela, elle obtient les pouvoirs qui vont être les siens plus tard en touchant la plante qu'elle a pourra toucher. J'ai trouvé que ça s'est fait hyper rapidement. J'ai trouvé l'attitude de son père pas du tout nette, pas par rapport à ce qu'il est en réalité, mais je trouve que, en plus, le personnage, je trouve qu'il joue pas très bien. En plus, l'interprète, je trouve qu'il y a un défaut d'interprétation là-dessus. Au même titre que le professeur à la fin du 2e épisode, où je trouve qu'il joue vachement faux. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu relever de professeur choses, du Goudru. deuxième épisode. Non. Ah oui. Goudru. Voilà, je l'ai pas trouvé crédible, ce personnage. Alors peut-être qu'on en saura plus dans l'épisode 9 où... Ah non, il est mort. Donc on en saura pas plus. Mais c'est justement pour ça que je trouve un peu frustrant, parce que c'est hyper caricatural. Voilà, le mec qui veut se taper la petite nénette, la petite jeunette. Bah oui, mais malheureusement, il y en a. Oui, mais j'ai trouvé que c'était trop gros, quoi. Je trouvais que c'était trop gros. Et il y a beaucoup de passages dans ces 2 épisodes que j'ai trouvé trop gros, trop pas assez. Et ouais, le podcast nous a habitué à plus, enfin m'a habitué personnellement à plus de finesse, plus de subtilité. Là, je sais pas, j'avais l'impression pour un certain passage d'avoir les pieds dans le plat tout de suite, quoi. Même si, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, André Dussolier, Hugo Strange, par le biais d'André Dussolier, j'ai trouvé que c'était très très réussi. J'ai pas trouvé Batman non plus très 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 réussi, très très pertinent dans ses interventions tout au long de ces 2 épisodes. Moi, le truc que je retiendrai, ça serait l'accent qui a été mis sur le Doctor Strange et Poison Ivy, forcément. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, mais tout ce qui est périphérique à ça, et malheureusement, ces choses périphériques, elles sont importantes dans les autres épisodes. Là, je trouve que c'était insignifiant, que c'était... ouais, je sais pas, il y avait des choses qui m'ont
des incohérences, comme on disait tout à l'heure. Alors, je tourne mes pages, désolé. Non, c'était pas des épisodes qui m'ont botté, quoi. Franchement, j'ai eu mieux. Les 6 premiers, ouais, ils m'ont beaucoup plus plu, beaucoup plus botté que ces deux derniers épisodes-là. 7 et 8. Alors j'espère que les 9 et 10 vont relever le niveau. Mais ouais, non, j'ai pas été emballé, en tout cas. Globalement, il y a des choses que j'ai adorées, comme je vous ai dit, mais globalement, non. J'ai trouvé que c'était une petite déception personnelle. Et toi, ma chère Léna, qu'en as-tu pensé ? Bah moi, du coup, contrairement à Nico, j'ai beaucoup aimé. Alors, le doute que j'ai eu vraiment au tout début, c'est quand on a découvert, on en avait parlé dans le récap précédent, quand on découvre au tout début donc, que Strange est mort et que rapidement, Batman explique qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Et je me suis dit, non. Enfin, j'avais bien envie qu'on retourne à ce track entre Batman et le moissonneur qui nous avait pris au trip au tout début. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un derrière, il faut que ce soit vraiment pas forcément quelqu'un qui soit très connu de l'univers de Batman, mais quelqu'un qui soit vraiment réussi et qui soit bien amené pour compenser ça. Et finalement, Poison Ivy, vu que j'ai trouvé très réussi, ça m'a finalement pas dérangé qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit lié à cette affaire. Après, moi, j'ai vraiment aimé les 2 épisodes, alors peut-être pas pour les mêmes raisons. Le premier, vraiment, parce que je trouve que les interprètes, bon, déjà, on l'a dit, André Dussolier, mais aussi l'interprète du moissonneur, je le trouve vraiment, extra. Je trouve que le mec arrive, moi, parfois, dans ses interprétations, à me faire sentir des frissons quand il raconte la première fois qu'il a goûté de la viande, où il a une manière, on sent qu'il est en extase, et je trouve que c'est vraiment super bien fait. Donc, leurs échanges, je les ai trouvés très cool. Et ensuite, l'origin story de Poison Ivy, bon, peut-être pas parfaite, mais j'ai vraiment aimé comment c'est raconté, la dynamique et puis le contenu que je trouve assez cohérent avec ce qu'on sait du personnage jusqu'à maintenant, quoi. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, j'ai adoré ces 2 épisodes parce que justement, comme je le disais, c'est ce à quoi on n'a pas été habitué en fait durant les 6 précédents. Donc encore une fois, j'aime bien être surpris et là pour le coup, je l'ai été. J'étais comme toi, pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un au-dessus et que ce soit un truc à tiroir et ça me saoulait d'avance que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, j'aimais bien effectivement que, ok, c'était Strange qui chapeautait le bordel et puis le fait qu'il y avait un bras armé qui était le moissonneur et qui du coup était machiavélique au possible et puis vraiment à la des méchants comme ça dignes des plus grands méchants du cinéma, quoi, genre Hannibal Lecter comme on disait ou Kevin Spacey dans Seven, quoi. Je trouvais vraiment qu'il y avait ce côté-là et moi je trouvais fascinant la traque et j'avais hâte qu'on retrouve cette traque-là. Et donc, comme toi, j'étais vraiment là-dedans. Et pour autant, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, que c'était hyper bien foutu, que le casting vocal, je suis assez d'accord pour le professeur, mais bon, même si pour moi c'est un rôle secondaire. Et par contre, je trouve vraiment que le casting vocal de Poison Ivy, il est parfait. Ça lui colle tout à fait à la peau, et puis, sans mauvais jeu de mots. Et puis voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le problème que j'ai avec le père, c'est que tu comprends. Enfin, je veux dire, c'est un peu facile que le gars vrille et parte en vrille direct en faisant une arme biologique, quoi. Je veux dire, enfin, je veux dire, tu peux clairement pas faire ça à ton gosse, quoi, tu vois. Et du coup, alors bon, enfin, je veux dire, il y en a plein des histoires où comment tu peux faire ça à ton gamin, tu vois. Mais là, vraiment, tu comprends pas trop comment il en arrive à ça, comment il peut. Il y a un peu savant fou qui, pour le coup, je trouve, est pas crédible, en fait. Et par contre, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est vachement bien que ce soit elle qui, encore une fois, qui dise tout ce qui se passe, parce que pour le coup, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a pas enjolivé le truc, elle l'a pas
assombrie. Enfin, Ouais. tu vois, elle a pas, elle a juste dit la vérité. Et du coup, je trouve qu'il y a aucune ambiguïté là-dessus. Et j'ai trouvé ça bien parce que encore une fois, ça aurait pu être beaucoup plus glauque de faire marcher l'imagination là-dessus. Et encore une fois, alors que tu es dans un podcast, une série audio, où pour le coup, l'imagination, tu dois t'en servir. Et j'ai trouvé ça très intelligent de ne pas aller jusque-là sur cette histoire-là. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, Mhm. c'est ce que je pense. Et non, moi, j'ai trouvé son origin story, comme tu disais, Nico, je sais pas si elle existe telle qu'elle dans les comics, mais ça m'a rappelé furieusement l'origin story qui était donnée à Jonathan Crane avec son père qui lui faisait subir des trucs horribles dans sa cave, si je dis pas de conneries. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est pareil, c'est une histoire, moi, qui m'a marqué et qui était super bien en origin story, quoi, qui expliquait beaucoup de choses. Et je trouve que là, ça explique aussi beaucoup de choses sur le tempérament de Pamela, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse de son esprit écologique et par rapport aux plantes. Et de son amour des plantes, de par le fait qu'elle communique avec, et notamment après le décès de sa mère. Bref. J'ai trouvé que c'était de bons épisodes et j'ai hâte d'être au prochain. Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie de voir pour la suite? Enfin, pour la fin. Ah oui, toi tu sais. Moi, je dirais rien, parce qu'alors on enregistre, je les ai déjà écoutés, mais je serais curieuse de savoir ce que vous aimeriez, ce que vous attendez. Tu commences, Nico? Moi, j'ai pas envie que ça se finisse, en fait. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 épisodes, c'est ça, avant que ça se termine. Moi, je suis pas, comment dire, quand je lis mon expérience de lecteur, ou là, en l'occurrence, d'auditeur, je me projette pas, quoi. C'est-à-dire que j'essaye, si, quand même, j'échafaude des... Mais là, à ce stade-là, je n'arrive pas à échafauder à savoir ce que je veux, en fait, à savoir ce que je voudrais qu'il arrive dans ces 2 derniers épisodes. Je sais que ça va s'accélérer, je pense qu'on va avoir 2 épisodes, je les ai pas écoutés encore, mais je pense qu'on va avoir 2 épisodes qui vont être très rythmés et pour la conclusion, quoi. Mais à part ça, je vois pas du tout à quoi je pourrais m'attendre, vraiment. Je fais les choses au fur et à mesure, quoi. Je m'attends. Non, je découvre sans essayer d'échafauder de trucs, quoi. Ouais, non, j'arrive pas. Non. Alors, moi, pour le coup, j'y arrive bien. Et non, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, j'espère qu'on va pas être sur de la baston, mais sur le Batman que j'aime, c'est-à-dire le Batman détective, et qu'on va vraiment être sur ce qu'on attend depuis plusieurs épisodes, et depuis le premier épisode, en fait, et qui est vraiment une traque, même si ça dure pas longtemps, mais une traque. Et ce mot-là, il correspond tout à fait, quoi. Une traque sur le moissonneur, quoi. Et Poison Ivy, il n'y aura pas une track avec Poison Ivy, quoi. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il y a un moment donné où il serait bon scénaristiquement que Batman ait des choix à faire, que ce soit envers Barbara ou envers Vicky, et qu'il va devoir faire des choix, choisir, et faire des choix compliqués. Mais moi, j'espère en tout cas que là, on sait qu'ils sont aux entreprises Wayne. On sait qu'il y a Stark et Barbara pas Barbara, Poison Ivy qui y sont. D'une, j'espère que ça va pas se résoudre comme ça et là-bas. Et j'espère que ça va pas se résoudre comme ça et là-bas avec Stark. Parce que pour moi, Stark, c'est vraiment quelqu'un qui... pour moi, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, Poison Ivy et Strange, c'est de libérer la bête, en fait. C'est que lui-même ne savait pas de quoi il était capable et pensait pas faire de mal à une mouche. Et je trouve hyper intéressant d'avoir libéré la bête et qu'en gros, il n'y ait pas d'autre choix que de l'arrêter et par tous les moyens, sinon il va continuer. Et j'aime beaucoup ça, le fait que Batman, il n'ait pas d'autre choix de l'arrêter et par tous les moyens. Et moi,
j'apprécierais même qu'il franchisse sa ligne, quoi, avec lui. Mais bon, je pense pas que ce sera le cas. C'est pas parce que j'aimerais bien. Moi, j'avais très hâte de savoir comment ils allaient ouvrir ce coffre et comment fonctionnait la fameuse clé mémorielle. Je tiens à préciser. Et tu as la réponse du coup maintenant? Ah bah, tu verras. Non mais est-ce que j'ai compris comment marchait la Ouais, clé mémorielle? ouais. Je suis pas sûr, mais Bon, en tout cas, une fois de plus, c'était un plaisir de faire ce débrief avec vous, même si c'était compliqué et que j'ai eu beaucoup l'impression de parler tout seul ce soir parce que c'était compliqué d'être qu'à deux. Et du coup, mais ça n'en reste pas moins un plaisir de parler de ça avec vous et de débriefer avec vous toutes les semaines de ce podcast. Ciao, ciao les gars. Et Les filles. bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao. À la prochaine.